Parfait. Alors, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, je vais vous parler de pupillométrie chez le patient cérébro-lésé. La session est sur le trauma léger, mais il est clair que la place de la pupillométrie est très limitée. On a très peu de data pour l'instant dans cette population. C'est plutôt une vision générale avec peut-être quelques données plus ciblées sur le trauma que sur des pathologies non traumatiques. On reste évidemment dans le titre de la session. Alors, j'ai pas un conflit d'intérêt, je l'ai déclaré, parce que je suis conseiller d'une des industries qui produit la pupillométrie. Donc, si vous trouvez un peu trop d'enthousiasme de mon côté pour certaines indications de pupillométrie, peut-être que vous savez pourquoi. Alors, on commence par la base. Pourquoi on fait un examen des pupilles à un patient cérébro-lésé? En général, on regarde la taille des pupilles. La pupille peut se modifier d'un côté, de deux côtés. C'est l'effet les modifications parfois de l'hémodynamique cérébrale, de la compliance cérébrale et de la compression du mésencéphale. Parfois, c'est l'effet des médicaments qu'on peut donner. On regarde évidemment s'il y a une asymétrie, l'anisocorie est, je pense, régulièrement utilisée, les patients qui se dégradent pour penser à un phénomène de compression unilatérale du mésencéphale, par exemple. On regarde si les pupilles sont réfléchies à la lumière. Ça permet de tester certaines boucles de réflexes entre le nerf optique, le tronc cérébral et les muscles qui contrôlent la contraction ou la dilatation des lys. Et alors la dilatation des pupilles, c'est souvent une bonne façon de faire dilater les pupilles. On donne un point, par exemple, je donne un point à Pierre, il va dilater ses pupilles, c'est un réflexe immédiat à la douleur. Et donc ça, c'est 4 indications, quand on pense bien aux patients cérébro-lésés, qui pourraient avoir leur intérêt, et c'est la raison pour laquelle on regarde régulièrement les pupilles. Or, quelle est la place du pupillomètre par rapport à une analyse des pupilles qui est faite avec une analyse visuelle? C'est vous qui le faites, ou avec un iPhone pour regarder si la pupille répond ou pas à la lumière. Eh bien, ça, c'est un papier qui est un papier français, qui était fait dans une neuroréa avec des gens qui avaient l'habitude de regarder les pupilles. Donc, c'est pas du tout venant, c'est des gens qui ont l'habitude de regarder régulièrement les pupilles pour regarder leur taille et leur réflexe à la lumière. Et en fait, de toutes les mesures qui ont été faites, il y en a des mesures où l'examen clinique donne la même réponse que le pupillomètre, qui lui, par contre, il regarde, il enregistre la taille des pupilles et voit s'ils sont vraiment réfléchis, donc on peut utiliser ça comme le gold standard. Vous avez une proportion de mesures ici, en orange et en rouge, dans lesquelles les mesures données par le clinicien, les mesures données par la machine, ils sont divergents. Donc on peut dire qu'il y a une erreur du clinicien par rapport à la pupillométrie qui est le gold standard. Et le pourcentage d'erreur était de 20%. Alors on voit que le plus la taille des pupilles devient petite, inférieure à 2 mm, le plus la proportion d'erreur monte à 40%. Ça veut dire que pour un patient cérébro-lésé, surtout les cérébro-lésés graves, qui est souvent CDT et ou analgésie avec des petites pupilles, quand on va regarder la taille, on cherche s'il y a oui ou non une anisocorie, s'il y a oui ou non un réflexe à la lumière. Si on fait avec nos yeux, on se trompe presque une fois sur deux. Et dans le même papier, ils avaient même montré que quand on regardait si oui ou non il y avait une mésocorie, il y a effectivement 50% des patients qui avaient une mésocorie et qui n'étaient pas détectés par l'œil humain, montrant bien que la pupillométrie permet en tout cas d'être plus précis pour l'analyse de ces paramètres dont je vous ai parlé. Alors si pour une fois, Pierre disait que les Américains ne connaissent rien en Doppler, c'est vrai, mais aux États-Unis, la pupillométrie aujourd'hui est le gold standard, c'est presque obligatoire pour les raisons médico-légales. La plupart des centres néoréats qui ont beaucoup de patients traumatisés, ils ont 60, 80, 100 pupillomètres dans leur énorme réanimation, parce que quand on peut enregistrer la taille des pupilles, si un avocat qui vient vous porter plainte en disant de ne pas faire un scanner parce qu'il y a une mésocorie, il y a la machine qui vous dit non, on a fait une mesure précise qui nous dit qu'il n'y avait pas une mésocorie. L'utilisation en Europe est beaucoup plus limitée, mais quand on voit à la fin les publications et la littérature liées à la pupillométrie, eh bien l'Europe, encore une fois, ce n'est pas la première fois, un pas en avance par rapport aux États-Unis. Donc on pourrait dire que la première indication chez le cérébro-lésé, c'est la quantification de la fonction pupillaire, la taille, l'anisoclorie et la réflexe à la lumière. Évidemment, personne ne va être forcément enthousiaste en disant ouais, ok, une nouvelle machine comme un iPhone dans l'hôpital, ça coûte quand même un certain centaines d'euros, et c'est vraiment la peine de faire tout cela pour juste regarder la taille des pupilles et le fait qu'ils sont réfléchis à la lumière. Évidemment, on pourrait dire, ok, je regarde les pupilles, je regarde une mesure précise des pupilles, et on sait que dans beaucoup d'études, les anomalies pupillaires s'associent en quelque partie au devenir des patients. Et l'avantage de la pupillométrie, que vous voyez ici, ça vous donne une vidéo et un enregistrement des différentes partie des modifications de la taille des pupilles à une stimulation de la lumière.
Il vous donne une série de paramètres que nous, on ne peut pas évaluer à l'œil nu, la vélocité des contractions, le pourcentage de constriction, et même la vitesse avec laquelle la taille de la pupille devient au baseline, la vitesse de dilatation. Tous ces paramètres-là ont un certain intérêt, sont beaucoup plus précis pour quantifier les anomalies pupillaires. Et peut-être tout ça peut être utilisé pour mieux évaluer comment les fonctions pupillaires prédisent le devenir de ces malades. Alors je vous dis tout de suite que le problème, c'est que les pupilles, vous savez, sont très sensibles aux médicaments. Donc si on imagine qu'on utilise des paramètres de la fonction pupillaire, de la réponse pupillaire de lumière, et que ces paramètres-là sont influencés par les médicaments qu'on donne aux patients les plus graves, on peut dire facilement qu'on risque d'avoir beaucoup de faux positifs ou de faux négatifs. Et donc l'industrie, en tout cas une des industries qui travaille sur la pupillométrie, a développé un indice qui s'appelle NPI, qui est l'acronyme anglais pour Neurological Pupil Index, qui permet en fait d'intégrer toute une série des paramètres qui sont liés à la réponse pupillaire à la lumière. C'est en fait la taille de base, le pourcentage de constriction, la vitesse de constriction et la vitesse de dilatation qui donne une valeur. Cette valeur-là, évidemment, les personnes qui connaissent exactement l'algorithme et ses propriétés de l'industrie, c'est grâce à ça qui permet aussi de vendre certains pupilliomètres. Et vous avez une valeur qui va de 0 à 5. J'ai jamais vu des personnes qui ont 5 de fonction pupillaire, mais disant si vous avez plus que 3, c'est des valeurs qui sont largement observées dans la population normale. C'est plutôt 4 que 3, mais disons toutes des 4, 4.2, c'est la valeur d'une, si on fait le test ici dans la salle, la plupart de vous aura autour des 4 de NPI. Et quand on est en dessous de 3, on a des valeurs qui sont pathologiques, on a une anomalie unilatérale ou bilatérale de la fonction pupillaire, avec évidemment le 0 qui correspond à l'absence de réponse à la lumière de la part de la pupille, c'est correspondant d'une pupille non réflectique à la lumière, comme en pratique on fait d'habitude, plus ou moins médiatique. Et évidemment, on se rend compte que toutes les valeurs qui sont en rouge pourraient avoir une valeur pronostique parce que ça témoigne d'une fonction pupillaire pathologique qui est, elle, indépendante du fait qu'on donne ou pas des sédatifs ou des médicaments qui modifient eux-mêmes la fonction pupillaire. Alors, les premières observations, ce n'est pas du tout masse de l'arrêt cardiaque, mais ça a permis en fait d'extrapoler ces datas à d'autres populations. On a regardé l'arrêt cardiaque parce qu'on savait que les pupilles figées à 72 heures après l'arrêt cardiaque étaient hautement prédictrices d'une outcome défavorable. Et dans cette étude multicentrique qu'on a publiée sur Intensive Médecine il y a quelques années, on avait vu qu'un NPI égal ou inférieur à 2 déjà au jour 1, donc 24 heures après l'arrêt cardiaque, était 100% spécifique pour prédire l'outcome défavorable. Il faut savoir que dans cette étude, les cliniciens n'avaient pas accès aux données du pupilliomètre, donc il n'y avait pas cette self-fulfilling prophecy qu'on a souvent dans l'arrêt cardiaque, et on a vu effectivement que cet indice d'altération des fonctions pupillaires était plus précis que par exemple l'examen clinique pour prédire à 72 heures le fait qu'un patient en post-anorexique ne peut pas se réveiller. Spécificité de 100%, une sensibilité qui, elle, par contre, n'est pas terrible comme la plupart des prédicteurs en post-arrêt cardiaque, et quand on combinait le NPI au potentiel d'évocation anesthésique L20 absent bilatéralement, cette sensibilité montait un peu plus que 50%. Donc, du coup, on avait une combinaison des deux prédicteurs qui permettent d'avoir une spécificité très forte et une sensibilité relativement acceptable dans un domaine très compliqué de pronostic après l'arrêt cardiaque. Ces données ont été confirmées par une cohorte plus petite aux États-Unis et même une cohorte tous les 100 qu'on a publié dans notre service qui montre qu'effectivement cet NPI inférieur ou égal à 2 est hautement prédicteur d'outcome défavorable en post-anoxique. Alors s'il y a un avantage de cela, ça a été même reconnu dans les guidelines actuels qui ont été publiés il y a quelques mois, dans lesquels la liste des pupilles reste un des facteurs qui prédit l'outcome défavorable en post-anoxique. Et quand on voit la liste des pupilles, il y a un titre 2 ici, et quand vous regardez en fait la figure, il vous dit si c'est fait aussi avec la pupillométrie, vous utilisez un NPI inférieur ou égal à 2. Donc c'est reconnu dans les guidelines que la pupillométrie a une place pour prédire le pronostic de ces malades. Maintenant, ça c'est du post-anoxique. Est-ce qu'on a des datas dans le trauma? Alors il y a le première étude qui a regardé vraiment cela, c'est une étude faite par Marod et son équipe en Suisse. Il y avait un ensemble de plus ou moins une cinquantaine de malades qui avaient un trauma crânien grave, donc ce n'est pas un trauma crânien léger, de laquelle il y avait des mesures répétées de NPI. Et en fait, ce qu'ils ont regardé, c'est changer de micro, moi j'ai pas très fort, montant. Donc si ça allait faire, c'est qu'en fait, ils allaient calculer le nombre, en fait, le pourcentage de mesures d'NPI qui étaient pathologiques inférieurs à 3. Et en fait, ce qu'ils pouvaient montrer, c'est que les malades, encore une fois, dans une petite cohorte, sans correction par les facteurs confondants, les patients qui avaient
un outcome neurologique défavorable, c'est le bas de la slide. Ils avaient beaucoup plus de mesures d'MPI qui étaient pathologiques. Donc le nombre de mesures d'MPI pathologiques s'associait dans cette étude à un risque plus élevé d'outcome défavorable. Encore une fois, avec le fait, avec le bémol, que c'était une petite cohorte de malades. Nous avons, avec Pierre aussi, regardé à une centaine de malades dans mon département, dans lequel l'MPI a été introduit maintenant à la mission, parce qu'évidemment, dans le trauma, on a des mesures répétées qui sont intéressantes. On peut se poser la question si les pupilles à l'arrivée du patient à l'hôpital ont, dans cette MPI, une valeur pronostique. C'est qu'on a vu qu'effectivement, il y a une différence quand on regarde les malades avec outcome favorable à 3 mois ou ceux à outcome défavorable entre les valeurs des MPI. Vous voyez qu'il y a énormément d'overlap parmi les mesures qu'on a fait. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand on prend du trauma tout venant, et c'est le problème évidemment, la pupillométrie ne fait pas mieux que le Glasgow Coma Scale. Donc c'est un message important. Pour tout outil que j'ai entendu bien la présentation de Pierre, il y a chaque gravité de la maladie a une implication pour certains outils de monitorage. Si on prend du trauma tout venant, on n'a pas l'impression que la pupillométrie fait mieux que l'examen clinique. Donc j'ai rejoint Pierre, la clinique avant tout. Maintenant la question qu'on se pose, je n'ai pas les data et Pierre est en train de les analyser, si on prend que les traumas crâniens sévères pour lesquels on fait une pupillométrie à l'admission, est-ce que le MPI rajoute quelque chose de pronostic à Glasgow, l'examen clinique? On espère d'avoir le résultat, Pierre, dont on ne sait pas quelle année, comme d'habitude, sur la population ce matin, mais bientôt, on a ces data qui nous montreront si oui ou non la pupillométrie faite à la mission permet d'avoir un valeur pronostic chez ces patients. Je peux échanger le micro, volontiers. Donc on dirait MPI, facteur pronostic à valider dans des grands cohortes, en tout cas de trauma, avec quand même des data très intéressants qui viennent du domaine des lésions cérébrales en post-anoxique. L'autre question, évidemment, c'est, ok, c'est pas vraiment le pronostic qui est quand même lié à beaucoup de facteurs. Est-ce que ces modifications pupillaires nous donnent une information importante sur les modifications de la compétence cérébrale? Et dans beaucoup de papiers observationnels avec des petites cohortes des États-Unis, les gens ont montré que cet indice MPI, qui encore une fois est un indice qui était indépendant des médicaments que vous donnez chez les traumatisés crâniens graves, permettait d'identifier des patients qui évoluaient par la suite vers une hypertension intracrânienne. Donc, vous pouvez utiliser cet MPI comme un indice de modification de la compétence cérébrale qui fait que le cerveau est en souffrance, avec donc secondairement une anomalie du mésencéphale. Encore une fois, je fais référence à ce papier de l'équipe de Lausanne qui était la première qui a été regardée ces valeurs-là. Vous avez 54 malades traumatisés crâniens pour lesquels il y avait 40% qui n'avaient jamais d'hypertension intracrânienne, à l'époque définie comme une pression supérieure à 20, et vous avez plus ou moins la moitié qui a développé une hypertension intracrânienne avec à la fois une forme réfractaire nécessitant des interventions très agressives. Et ce qu'eux, ils avaient observé, c'est qu'effectivement, on a des montées progressives chez ces patients d'hypertension intracrânienne, avec ici des valeurs qui dépassent largement les 20 à 25, pour lesquelles nous, en clinique, on est très inquiets. Et vous voyez que les modifications de ces MPI, de façon assez très précoce, suivent un peu, de façon évidemment inversement proportionnelle, les modifications de la pression intracrânienne. Donc on voit que quand la compétence cérébrale commence à s'altérer, les pupilles commencent à être légèrement modifiées jusqu'à des valeurs très pathologiques qui correspondent à la pression très élevée. Et pour les malades qui avaient besoin d'une osmothérapie, qui recevaient un traitement par osmotique, et on avait la pression intracrânienne qui allait diminuer, vous voyez comme l'MPI remontait vers des valeurs normales, témoignant bien que ça reflète des modifications des compétences intracérébrales pour lesquelles la pupille est altérée et que des réductions de cette pression intracrânienne pour restaurer en tout cas une fonction pupillaire presque normale. Ceci a été aussi confirmé dans une étude américaine dans laquelle les gens avaient vu effectivement l'effet des différents types d'osmotiques, solution saline hypertonique ou mannitol, sous les modifications pupillaires. Et ce qu'ils disaient, c'est que c'était seulement chez les gens qui avaient un MPI pathologique au baseline avant l'âge osmotique pour lequel on observait des modifications en post-traitement, montrant bien qu'effectivement, en tant que tel, l'osmotique ne va pas modifier la fonction pupillaire, au moins qu'elle soit pathologique au baseline. Et on a aussi regardé dans le service la corrélation de l'MPI avec la pression intracrânienne, parce que mon message est, c'est un bon outil de triage, mais ça ne va pas remplacer comme le Doppler la mesure numérique de la pression intracrânienne. Effectivement, il existe une corrélation entre MPI et pression intracrânienne. La corrélation elle est significative avec un coefficient de corrélation qui est plutôt modéré, et net sous la courbe qui reste à 0,71 en français, désolé, parfois je me trompe.
Donc ça reste quand même avec une valeur prédictive assez modérée. Et mon message est toujours le même, il ne faut jamais utiliser l'MPI pour remplacer la pression intracrânienne, mais on intègre l'MPI avec la pression intracrânienne pour comprendre comment cette valeur de pression intracrânienne modifie la compliance cérébrale. Moi, en fait, dans mon service, je suis absolument contre dire 21 de pression intracrânienne, il faut donner des osmotiques, et 19, le patient, il est nickel, il ne faut rien faire, parce que chaque cerveau va tolérer de façon absolument différente et individuelle les modifications de compliance cérébrale. Et je crois qu'un liste des pupilles permettrait d'individualiser ce choix. Un patient qui a 20 de pression intracrânienne et des pupilles normales, et un Doppler normal, on peut se poser la question si oui ou non le traiter, si vous n'avez pas d'autres outils de monitorage. Un patient qui a 17 de pression intracrânienne, des anomalies des pupilles et un Doppler pathologique, peut-être on a envie de le traiter plus tôt, parce qu'on voit que sa compliance cérébrale, elle est altérée. Donc la troisième indication de la pupillométrie, et surtout pour l'MPI, serait d'intégrer d'autres outils que vous avez déjà à disposition en réanimation, pour mieux comprendre les modifications de la compliance cérébrale et leurs conséquences sous la fonction mésencéphalique. Un quatrième point qui n'est pas assez bien étudié, c'est est-ce que la pupillométrie peut donner des informations plus hautes dans le cerveau. Là, on a au niveau du mésencéphale, est-ce qu'on peut explorer, en quelque façon, la fonction corticale. Il existe, vous savez, des communications anatomiques entre les voies visuelles et évidemment le cortex occipital. Et la meilleure façon, à mon sens, de pouvoir tester cette hypothèse en patient cérébralisé, où ils sont souvent très graves, donc la clinique est assez limitée, où ils sont sédatés, c'est l'électroencéphalogramme. Parce que l'électroencéphalogramme, il n'est pas seulement utilisé pour détecter les épilepsies, comme vous savez, mais le background de l'électroencéphalogramme donne une idée, approximative certes, de la dysfonction cérébrale. On peut voir un tracé comme ici qui est parfaitement contenu avec une activité des parties postérieures. C'est qu'un neurologue va tester comme une absence d'encéphalopathie ou encéphalopathie légère à des anomalies du tracé qui sont de plus en plus ralenties, à des phases de tracé qui sont plates, donc on dit c'est un tracé discontinu, et des phases prolongées de tracé plat suivies par des bursts qui sont les anomalies de la fonction corticale les plus importantes, soit induites par des médicaments, soit induites par lésions cérébrales sous-jacentes. Alors, ce qu'on a fait, et qu'en fait c'est un papier qui a confirmé une étude pilote qu'on a publiée il y a 2 ans sur la corrélation entre léger et la pupillométrie, c'est qu'on a étudié 214 patients. Le papier il est soumis à Critical Care Medicine, mais je vous montre quand même les résultats, je pense que c'est intéressant à réfléchir. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est est-ce que la pupillométrie peut prédire cette tracé de EG qui sont les plus pathologiques, notamment un EG dit non réactif. En gros, c'est l'EG discontinu ou l'EG en burst suppression ou un EG dit supprimé. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a une population très hétérogène, de l'anoxique, du non-anoxique, dans le trauma essentiellement, et d'autres pathologies, le sepsis, l'encéphalopathie hépatique, et souvent hospitalisé-AREA avec des formes graves. Le paramètre qui était dérivé des pupilles, qui était le plus sensible pour distinguer ces différents patterns d'EG, était la vélocité de dilatation, qui est un peu un indice indirect de la fonction parasympathique, qui allait s'altérer de plus en plus que l'EG devenait pathologique. Et ce qu'on a vu aussi, je pense que pour le trauma est un phénomène intéressant, parce qu'on n'a pas énormément de traumas qui ont des EG très pathologiques et non réactifs quand on voit les études dans la littérature. L'air sous la courbe pour une vitesse diastolique pour prédire un EG non réactive était 0,92. Donc on voit que dans les pathologies non anoxiques, la pupillométrie, pas avec l'MPI, mais avec un autre paramètre qui est la vitesse de dilatation, peut être intéressant pour prédire un EG non réactif. À quoi ça me sert? Si vous avez la chance, comme moi j'ai, d'avoir 12 machines d'EG dans le service et que tous les malades cérébralisés sont monitorisés, pas grand-chose. Et si vous devez choisir un patient traumatisé crânien, s'il faut oui ou non le remonitorer parce que vous avez un doute sur un excès de sédation ou un tracé d'EG qui s'altère avec des lésions qui deviennent plus graves au scanner, et la pupillométrie pourrait être un outil de triage pour éventuellement faire ou non l'EG dans ce patient. Un dernier point que je vais citer avec vous, puis je termine, c'est qu'on a parlé de la douleur. La douleur, c'est très compliqué, c'est un topo qui plaît beaucoup à notre ami Jean-François Payen, que j'ai beaucoup discuté. On a déjà des échelles cliniques qui permettent d'évaluer la nociception chez le patient non communicant, mais parfois on a des traumatisés crâniens qui ne sont pas évaluables parce qu'ils sont sédatés ou paralysés. Et donc la question, est-ce que la pupillométrie permet de détecter la nociception chez les patients cérébralisés? Ben, nous avons un autre pupillomètre, celui-là il est français, donc voilà,
pourquoi je dis ça, parce que c'est un contracepteur avec l'américain qui, lui, qui était surtout développé en salle d'opération, permet de stimuler le malade avec une stimulation en fait électrique. Cette stimulation électrique produit, oui ou non, une dilatation pupillaire en fonction de l'intensité de la stimulation, et la machine vous fournit un score qui va de 1 à 9. Quand vous avez 1, 2 ou 3, ça veut dire en gros que le patient il a très peu de nociception, et quand vous avez 7, 8, 9, c'est que le malade il y a beaucoup de nociception. Si vous étiez en salle d'opération, et vous devez dire au chirurgien s'il peut oui ou non inciser la peau, et bien 7, 8, 9, il ne faut pas le faire, le patient va devenir hypertendu, il va presque bouger. Et donc ce qu'ils avaient monté dans cette étude, c'est que pour les patients même cérébrisés, le fait de produire une succion endotrachéale, qui était très désagréable pour le malade, le PPI, cet indice de douleur dérivé par les pupilles, prédisait en fait les modifications cliniques sur l'échelle d'EPS, qui est celle validée par les patients non communicants. Et donc le PPI pourrait être utilisé dans le futur, surtout chez les patients cérébrolésés qui ne sont pas évaluables cliniquement parce que c'est est paralysé, comme un outil indirect pour détecter la nociception et peut-être adapter des doses figées d'opioïdes dans leur traitement courant. Ça, c'est la 5e place que moi, en tout cas, je vois pour la pupillométrie aujourd'hui. Alors, il y a des études qui sont toutes des études, vous voyez, physiologiques et observationnelles. Si vous êtes intéressé, il y a 2 revues systématiques qui sont sorties en littérature qui vous répètent la plupart des études dont je vous ai parlé. Et donc, moi, je vois la pupille, en tout cas, avec un intérêt personnel pour la neuroréa, comme un des signes vitaux avec la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la température, le CO2 qu'on a tous les jours à évaluer pour ces malades. Évidemment, la pupillométrie est toujours à intégrer dans un outil de monitorage qui est adapté à votre patient. Je ne vous dirai jamais que la pupillométrie est le seul outil de monitorage, parce que c'est partie des outils de monitorage qui permet de individualiser, à mon sens, la compréhension de la physiopathologie et pourquoi pas dans le futur aussi certaines stratégies diagnostiques et thérapeutiques. Voilà, je vous remercie beaucoup encore une fois. Merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant. J'ai appris énormément de choses. On travaille en neuroréa. Nous, on n'a pas de pupilomètre dans le service. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir y penser. Est-ce qu'il y a des questions sur l'assistance? Oui, justement, pour l'intégrer dans une pratique clinique au quotidien, comprendre ce qu'on fait, avoir du recul sur les variations de chiffres par rapport à d'autres paramètres, d'autres monitorages et par rapport à des actions thérapeutiques, c'est quelque chose qui vous semble facile ou il faut avoir du recul et une expérience? S'il y a des gens qui sont en connexion, je réponds avec le micro. Alors nous, en fait, on a commencé avec la recherche. Donc on a eu l'occasion d'expliquer aussi à l'équipe, toute l'équipe médicale et non médicale qui était dans le service, comment ça fonctionnait. Et avec justement le fait qu'on a pu détecter des anomalies cérébrales chez les patients pour lesquels on ne s'attendait pas, malades en ECMO, ARDS, tous les patients médicaux. En fait, aujourd'hui, on n'a plus dans le système informatisé des patients pupille, taille et réflectique plus moins, mais on a quel est le tas du pupilomètre. Donc, la pupillométrie a totalement remplacé 100%, même dans les fiches infirmiers qui sont beaucoup plus présents dans les patients que nous, l'analyse des pupilles. Et le message important, c'est que les mesures répétées sont très intéressantes. Et moi, ce que je dis toujours, c'est que quand on a une pupille qui devient pathologique, il faut toujours poser la question pourquoi. Il ne faut pas forcément faire quelque chose, mais comme la pression artérielle qui chute, pourquoi la pupille devient pathologique? Dans 15% des cas, l'outil n'est pas correctement orienté. Moi, je vois la vidéo, je vois que voilà, une pupille est pied de travers, il suffit de répéter la mesure correctement, et en fait, cette mesure pathologique est totalement erronée. Donc, il existe des erreurs, qui sont encore une fois une question de formation. Il faut que les gens se forment un peu à l'outil. L'avantage, honnêtement, il est très facile à utiliser. Il ne faut pas une heure comme pour un Doppler pour identifier un test cilienne, il faut 5 minutes. 10 minutes pour Pierre, mais 5 minutes pour les autres. Donc c'est vraiment très facile à faire. Et l'avantage, encore une fois, posez-vous juste vous la question pourquoi les chiffres que vous voyez deviennent moins bons. Ça peut être la sédation, ça peut être le problème cérébral, et ça permet en fait de réfléchir davantage sur la patient. Et vous faites à quelle fréquence? Alors, dans le service, on a en heure Covid, un rapport 1-2 infirmier-patient. Pour les patients cérébrolésés, on est une mesure tous les 4 heures, voire une mesure tous les 2 heures pour les patients qui ont un gros problème d'hypertension intracrânienne. Pour l'arrêt cardiaque, on fait une fois tous les 8 heures, mais on sait qu'au niveau pronostic, c'est une fois tous les 24 heures, c'est suffisant.
Pour les patients médicaux, c'est-à-dire le sepsis, ARDS, qui sont sédatés, dans lequel l'examen clinique il est pathologique ou il est perturbé par des médicaments, on le fait une fois tous les 8 heures, sauf raisons autres, une anomalie qui s'installe, on le fait plus fréquemment. Et on le fait même, je disais au niveau médico-légal, pour les malades du post-op, les malades chirurgiques cardiaques parfaitement réveillés. On lui fait des pupilles, ça permet aux gens, de se former et d'avoir une valeur dans l'ordinateur. Je pense qu'en tout cas, voilà, l'examen clinique ne réagit pas qu'est-ce que les gens ont l'habitude de faire pour un patient non cérébralisé, mais au moins l'orientation, le Glasgow des pupilles, ça ne me semble pas quelque chose de déraisonnable. Il ne faut pas forcément un pupillomètre, mais déjà on voit des pupilles dans le dossier, parfois pour un patient sceptique, c'est compliqué. Et donc, du coup, il n'y a pas de place aujourd'hui pour le trauma crânien léger. Alors pour le trauma crânien léger, les premiers cas que nous avons à l'admission, parce que les questions étaient questions à l'admission, et on voit que c'est les mêmes valeurs pronostiques que le Glasgow. Mais ce qu'on sait pour le trauma, et c'est un message important, c'est que ici, un valeur pronostique, c'est une mesure répétée. Donc c'est théoriquement un malade pour lequel, comme un Doppler initial, Doppler devient pathologique par la suite, on pourrait dire qu'il y a une pupillométrie normale qui devient pathologique par la suite, il pourrait voilà, faire soulever des questions. C'est que nous n'avons pas comme réponse est-ce que ceci est valable dans les traumas légers, parce qu'on a des datas dans le trauma sévère. Là, effectivement, le nombre de mesures pathologiques est beaucoup plus fréquent. Pour un trauma léger, on risque d'avoir peut-être moins de 5%, s'il reste léger, moins de 5% d'IMPI pathologique. Donc le problème, c'est de trouver une corps suffisamment grande pour voir si la valeur pathologique vous permet de détecter quelque chose. C'est ça en fait qui manque. Pour le TC léger, l'idée au début dans Trust, on voulait rajouter une strate pupillométrique. Donc on avait contacté Neuroptics pour avoir des pupillomètres. Et en fait, eux actuellement sont en train de développer un autre pupillomètre, en fait, des valeurs notamment pour regarder le temps de latence, etc. En fait, ils sont en train d'adapter un peu le flash lumineux et ce qu'ils regardent pour éventuellement l'utiliser dans le TC léger. Et notamment, il y a tout un champ d'observation actuellement sur les sports et le retour sur le terrain. Par exemple, le rugby, etc., où on sait que des fois, il y a des vraies lésions cérébrales. C'est inaperçu. En fait, l'idée, ça serait de faire un pupillomètre pour voir s'ils sont capables de revenir au moins sur le terrain. Donc, il y a tout un champ. Il y a une attitude aux États-Unis, c'est justement tout le football américain qui est dessus. Et donc, probablement qu'il y aura des données sur le sport et peut-être sur le TCG grâce à ces nouveaux pupillomètres. Donc, c'est à venir. Ces études sont en cours, ne sont pas finies. Une dernière question, c'est est-ce que tu as parlé de EG, est-ce qu'il y a un lien entre le MPI et les zones de dépolarisation lente qu'on peut voir chez certains cérébralisés graves? Alors, on a évidemment, ce problème de léger, c'est qu'il est très compliqué à analyser, parce qu'évidemment, vous avez différents. Je ne vais pas parler d'épilepsie, par exemple, je ne vais pas parler de ondes lentes, je ne vais pas parler d'asymétrie, est-ce qu'il y a une symétrie dans l'MPI, une symétrie léger. On a essayé de tracer pratico-pratique sur la question qu'on avait physiopathologique, qui était une connexion anatomique, qui était une relation entre les deux. Je crois que, voilà, il n'y a personne, quand j'ai présenté ça pour les Américains, qui ont inventé le neuroptics, on m'a dit, c'est mon idée, mais je n'avais jamais pensé. Donc ça montre bien que le fait d'avoir des outils de monitorage va ouvrir des idées supplémentaires. Les ondes lentes peut être une possibilité, et nous on fait même du monitoring intracrânien, donc on pourrait faire même le cortical spine depolarization, voir s'il y a des anomalies avec l'intracrânien. Donc c'est des champs d'investigation en tout cas qui permettent de... Moi j'aime bien comprendre quand j'ai une machine en main, est-ce que ça a un rôle physiopathologique, c'est-à-dire quand la valeur que je vois elle est pathologique, ça veut dire vraiment que dans le cerveau il y a un truc qui se passe. Je pense qu'on est, en tout cas pour la plupart des patients à ce niveau-là, et donc de léger, s'il y a des gens qui sont intéressés à le faire, ou de créer des consortiums d'investigation, vu que ça devient de plus en plus utilisé, en tout cas en EOR, mais je pense surtout en réa général, ça peut être un outil d'investigation. Quel genre d'anomalies des légers sont détectées ou pas par le pupillomètre, et surtout quelle est la variable du pupillomètre qui est la plus sensible à cette modification. Parce que par exemple, ce n'était pas l'MPI dans notre étude, c'est la vitesse de dilatation qui est le symbara sympathique, qui est souvent évoqué dans la physiopathologie, par exemple, du délirium. Voilà, donc il y aura une certaine logique dans ce qu'on a observé, mais il y a beaucoup encore d'autres choses pour lesquelles on n'a pas de réponse.